En direct de Marseille, Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Et nous sommes en direct de l'Arplex à Marseille sur la Canebière. Et Marseille, c'est une ville de football. Il y a 2 semaines, dans les vraies voix du sport, on avait fait un flashback pour les 30 ans de la victoire marseillaise en Ligue des Champions. Et on a le bonheur d'avoir avec nous un de ceux qui portait le maillot de l'OM il y a 30 ans. Et on va parler avec lui, évidemment. On va parler de sa grande carrière, on va parler du football français et du football mondial. Bonsoir Jean-Marc Ferreri. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je vais vous poser une question colle. Avec Manuel Amoros, vous partagez un point commun unique pour des footballeurs français. Est-ce que vous savez lequel? Oui. Oui. Ah bah allez-y. Une anecdote d'ailleurs, c'était Alain Giresse qui m'a dit ça quelques années plus tard, notre titre de champion d'Europe. Il dit bah écoute Jean-Marc, tu sais que tu es le seul joueur français à avoir fait le doublé champion d'Europe des nations, champion d'Europe des clubs, avec un club français. Je lui dis ah bon, effectivement, puisque j'avais été champion d'Europe 84 et puis champion d'Europe 93. Et Manu effectivement, et aussi, même s'il n'était pas à Munich, il est aussi effectivement champion d'Europe. Ah bah écoutez, ça au moins c'est quelqu'un qui connaît bien le football, puisque peu de gens le savaient. J'ai testé avant à l'Arplex de Marseille, et vous êtes, alors là vous avez eu la réponse directe, bravo, vous êtes bienvenue dans un quiz football. C'est justement, on va revenir sur cette victoire, on va commencer comme on est à Marseille par l'OM. 30 ans après, quel souvenir gardez-vous de cette victoire et de cette épopée européenne unique, puisque Marseille est encore le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions? Alors on a un peu revécu ça il y a la semaine dernière, il y a 15 jours là, pour notre anniversaire, un peu avec cette date qui était magnifique évidemment. Avec il y avait beaucoup de monde sur le Vieux-Port pour venir un petit peu nous célébrer. C'était très émouvant. Évidemment, ça fait 30 ans, on a l'impression, ce qu'on disait avec les potes, avec Didier Deschamps, Basile et Eric Dimeco et tous les autres, on a l'impression que c'était hier. Et pourtant, il y a 30 années, c'est énorme qui se sont passés. Et ça reste des souvenirs très présents, merveilleux évidemment, puisque ça reste toute une vie. Quand on gagne une Coupe du Monde aussi, ça reste gravé à jamais. Et gagner une Coupe d'Europe avec le seul club français, c'est l'Olympique de Marseille, ça reste aussi pour le moment gravé à jamais dans nos mémoires. Et 30 ans après, vous gardez un souvenir ému, on le sent, de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Et 39 ans après, là c'était carrément le premier titre de l'histoire du football français. Le titre de 84 avec les Bleus, la bande à Platini comme on l'appelait, vous en gardez quel souvenir? Mais là aussi merveilleux. Alors là, c'était un contexte pour moi différent, parce que j'étais un peu le petit jeune de l'équipe. Il y avait une génération... Vous aviez 22 ans. Ouais, de trentenaires, avec Bernard Lacombe, avec Dominique Rocheteau, Michel, bien sûr, Platini, Tigana, Giresse, René Girard, donc que des vieux briscards entre guillemets, et puis nous, les petits jeunes qui arrivions, Daniel Bravo, Bruno Bellone, et donc c'était bien compliqué de se faire une place de titulaire dans cette équipe, surtout moi avec Michel Platini qui était en numéro 10 devant moi. Et il y avait déjà 2 numéros 10, Platini et Giresse, voire 3 avec Gengini. Exactement, puis José Touré qui arrivait, c'est une époque où il y avait de très grands numéros 10, et puis des petits jeunes comme Gérald Passy, comme Philippe Vercruis, et José Touré qui était extrêmement doué aussi. Donc il y avait une génération, c'était une génération des numéros 10, il y en a plus trop aujourd'hui, 30 ans après, mais c'était un souvenir pour moi merveilleux. J'avais eu la chance de jouer cette demi-finale à Marseille, France-Portugal. Énorme match. Ouais, beaucoup de supporters m'en parlent encore de nombreuses années plus tard. Il y avait une ambiance au Vélodrome qui était magique, avec ce renversement de situation et ce but marqué par Platoche dans la prolongation, qui était un moment merveilleux aussi de ma vie. Ouais. Suite à un débordement énorme de Jeannot Tigana. Ouais. Vous avez dit un mot, Coupe du Monde, vous en avez disputé une, 86. Ça s'est pas joué à grand chose. Pour vous, ces Bleus, ils pouvaient la gagner, la Coupe du Monde, 12 ans avant 98? Je pense que oui. Je pense que sur le papier, on était plus fort que les Argentins. On avait éliminé le Brésil, qui était une équipe incroyable. Quand on voit les joueurs qui composaient cette sélection, avec le Zico blanc, avec le pelé blanc, pardon, Zico. Il y avait Socrates au milieu de terrain, il y avait Falcao, ils avaient un milieu de terrain fantastique. Carica devant. Ouais, que des grands joueurs. On a réussi avec une première période très difficile, avec 3 arrêts monumentaux de Joël Batz, à rester dans ce quart de finale, parce que sinon les Brésiliens auraient pu mener au score, et on réussit à les éliminer au pénalty, avec ce pénalty de Luis Fernandez,
Oui, mon petit bonhomme. Ouais, avec la voix de Thierry, évidemment. Et en fait, on fait le plus difficile en éliminant cette équipe qui était merveilleuse de Brésil. Je pense que les Allemands étaient moins forts, sur le papier tout du moins. Mais encore une fois, on est arrivé avec Michel Platini qui était très amoindri avec une blessure, Alain Giresse aussi. Moi, je m'étais aussi blessé. Donc, on n'était pas là sur cette demi-finale. Les Allemands nous ont battus de manière logique. Et puis on avait sorti, enfin vous aviez sorti l'Italie championne du monde, le Brésil une des meilleures équipes du monde. Quand les Allemands avaient sorti le Mexique et le Maroc, sans leur manquer de respect, c'était quand même pas les mêmes matchs. Avant on laisse pas la même quantité d'énergie théoriquement, non? Ouais, absolument. J'avais oublié effectivement ce huitième de finale à Mexico avec un très gros match de notre part, un 2-0 pour les huitièmes de finale. Et c'était l'équipe championne du monde. C'était une équipe très forte, cette équipe italienne avec une défense de fer. Et on a fait le travail. Donc on a éliminé effectivement deux équipes qui étaient au-dessus du lot, l'Italie et le Brésil. Et ça reste quand même un grand échec, même si pour moi ma carrière d'avoir fait quand même la médaille de bronze en mettant un but face à la Belgique. Oui, en match de classement. Ouais, ça reste quand même un bon souvenir. Encore un point commun avec Manuel Amoros. Vous aviez marqué tous les deux ce soir-là. Vous dans le jeu et Manuel Amoros sur penalty. C'est vrai, c'est vrai. Alors on va parler de l'OM comme on est à Marseille. Vous avez porté le maillot de l'OM, notamment en 93, la plus grande épopée de l'histoire du football français en Coupe d'Europe. L'OM, qu'est-ce qu'il a de plus, ce club, dans le cœur des Français? Alors, ce qui est bien dans ma carrière, c'est que j'ai fait Bordeaux juste avant, 5 ans avec Claude Besse, qui était le plus grand club de l'époque, avec Aimé Jacquet, Jeannot Tigana, enfin une grande équipe de Bordeaux, Patrick Battiston notamment. Et après, je suis allé dans le club évidemment rival, l'Olympique de Marseille, mais si on peut faire une analogie un peu entre les deux clubs, c'est les deux clubs au niveau des structures qui étaient fantastiques, mais je mettrais quand même évidemment un avantage à l'OM sur ses supporters, même si le Parc Lescure, le stade Chaban-Delmas, c'était un stade vraiment, je me sentais vraiment très très bien. Ouais, c'était un peu mon jardin après le stade Abbé Deschamps où je suis resté longtemps à Auxerre. Mais l'OM, c'est une passion, les gens vivent pour ce club tous les jours, tout le monde vous en parle, du député au président d'une grande entreprise, à celui qui travaille dans une usine, à la boulangère du coin. Tout le monde parle de l'Olympique de Marseille. C'est vraiment une institution, c'est une religion à Marseille. Donc c'est une ville vraiment à part. On peut comparer vraiment Marseille au Napoli. Ah oui. Alors, justement, est-ce que l'OM, aujourd'hui, pourrait redevenir un club capable de regagner une Coupe d'Europe? Peut-être pas la Ligue des Champions dans un premier temps, mais au moins une Ligue Europa ou une Ligue Europa Conférence. Je rappelle que Marseille est le club qui a joué le plus de finales de Coupe d'Europe. Dans le foot français, évidemment. Hein. Alors, je fais tout pour, étant donné qu'on commence les finales. Là, je viens de faire Budapest et je suis arrivé hier de Prague avec deux finales et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs en commentaire, on a envie d'avoir enfin un club français. En plus, moi qui commente la Ligue Europa sur M6W9 depuis 15 ans, vraiment, on est vraiment, les clubs français sont au-dessus de ce qu'on peut voir. La finale Fiorentina contre West Ham, les deux équipes étaient largement prenables pour un club français, pour Nice notamment, qui était dans ce groupe. Pour l'OM évidemment, pour Nantes et Rennes qu'on a suivi toute la saison, et l'autre finale pareil, Séville et la Roma, c'est vraiment pas au-dessus de ce qu'on a en France. C'est même moins fort et pourtant eux ils sont en finale tous les ans, donc il y a un vrai problème, je pense, de mentalité française, parce que sur la qualité des joueurs, les clubs français sont vraiment largement au-dessus de tous ces clubs. Jean-Marc Ferry, de mentalité ou de mental, on enlève IT à la fin. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mental des joueurs français? Il faut se poser la bonne question. Je pense que c'est la bonne réponse. C'est pas possible qu'avec autant de talent, l'équipe de Rennes, sur le plan du jeu, sur le plan de la qualité offensive, c'est plus fort que de nombreuses équipes que j'ai commentées cette saison en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. Donc c'est pas normal qu'ils se fassent éliminer chez eux face au Shakhtar Donetsk. Bon, pour Nantes, c'est un peu plus logique face à la Juventus de Turin, mais Nice contre Bâle. Contre Bâle, là, le match à Nice cataclysmique. Ah oui, il devait passer. Enfin, Bâle, c'est quand même pas une énorme équipe sur le papier. Oui, c'est pas le Real Madrid. Non, c'est la Ligue Europa Conférence et la Ligue Europa. Un club français, j'en suis persuadé, la gagnera, j'espère, la saison prochaine.
Eh ben, restez avec nous, Jean-Marc Ferreri. On est ensemble jusqu'à 19h, juste avant 19h30. On va parler du football actuel, on va reparler de l'OM, on va parler du football français et du football mondial. Comment vous le trouvez, tiens, par rapport à l'époque où vous jouiez? On se retrouve tout de suite sur Sud Radio dans Les Vraies Voix du Sport. Les vraies voix du sport. Et on est très heureux pour ces vraies voix du sport depuis Marseille, depuis l'Arplex, la Canebière, d'être en compagnie d'un joueur champion d'Europe 84 avec les Bleus, 3e de la Coupe du Monde 86 avec les Bleus et champion d'Europe 93 avec l'OM. Jean-Marc Ferreri pour faire parler football et le football actuel. Le football actuel, Jean-Marc Ferreri, il y a beaucoup plus d'argent qu'à votre époque. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Il y a des rumeurs de rachat de l'OM en ce moment. C'est un secret pour personne. Tous les médias en parlent. Est-ce que ça pourrait pas vraiment rééquilibrer le football français où financièrement il y a le PSG et les autres équipes? C'est sûr qu'aujourd'hui, tous les clubs, ce qu'on peut constater, c'est que les clubs les plus riches sont en haut de l'affiche. On le voit avec Manchester City, qui est un club avec beaucoup de fonds étrangers et beaucoup d'argent. Et on sait que ça passe par là, même si on a un petit contre-exemple en France avec le PSG, avec tout l'argent qu'injecte le Qatar. Ils ne sont pas arrivés à passer la barre des huitièmes de finale de Champions League. Donc, mais sinon, globalement, quand même, tous les grands clubs européens qui sont très riches gagnent la Champions League ou sont dans le dernier carré. Donc, effectivement, à l'OM, pour le moment, malgré la grande manne financière que peut apporter Frank McCourt et des moyens américains, c'est vrai que aujourd'hui le haut niveau passe par des moyens financiers vraiment qui doivent être très importants. Quand vous voyez, parce que c'est complètement fou, l'argent que mettent par exemple les clubs saoudiens pour récupérer Cristiano Ronaldo ou Benzema, est-ce que vous dites pas que le foot est devenu fou et que finalement peut-être qu'un jour les clubs saoudiens ou qataris ou ce que vous voulez étant extrêmement riches ou peut-être chinois demain, ça pourrait pas devenir les grands clubs mondiaux à la place des clubs européens ou sud-américains, parce qu'il y a de très grands clubs en Amérique du Sud, hein. Mais ça commence, hein, et on voit de plus en plus, il n'y a pas que le PSG qui est sous l'ère qatari, on voit Newcastle, on voit des grands clubs aujourd'hui qui sont pris en main par des grands fonds d'investissement américains, chinois ou saoudiens. Donc de plus en plus, oui, on va tendre à ça, parce que ce que je viens de dire, c'est que le football de très haut niveau demande des moyens colossaux. Donc on va effectivement de plus en plus sur cette manne financière étrangère. Mais et les clubs européens pourraient devenir des clubs de seconde zone, vu comme ça ou pas? Si jamais ça part, quand on voit 200 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo, les chiffres sont fous. Ouais, je pense pas, parce que le championnat d'Arabie Saoudite, personne s'y intéresse et il n'est pas diffusé, il est diffusé nulle part. Donc ça reste quand même un micro-marché, j'allais dire, ce championnat. Par contre... Micro-marché, mais maxi chéquier. Oui, maxi chéquier, avec des joueurs en fin de carrière qui ont dépassé évidemment la trentaine et qui vont là-bas pour vivre une aventure, quoi. Ce qui peut me laisser d'ailleurs perplexe, parce que jouer le championnat d'Arabie Saoudite quand vous avez gagné tout dans votre carrière, comme un Cristiano Ronaldo, un Karim Benzema ou Léo Messi. Bon, Léo Messi, lui, son choix. Mais la Floride. Me paraît plus. Il fait un peu meilleur quand même. La qualité de vie un peu plus sympa que toi à Miami, certainement qu'en Arabie Saoudite. Donc, ils ont tout gagné. Ils ont gagné énormément d'argent. Donc, le fait d'aller là-bas pour l'argent, je comprends pas ce choix-là. Et puis pour le football, encore moins, quoi. Jean-Marc Ferreri, vous avez été un fabuleux dribbleur à l'époque. Quand vous voyez le football actuel, on va parler vraiment jeu, comment est-ce que vous le jugez par rapport à celui de votre époque? Certains disaient que le plus beau jeu, c'était celui des années 80 avec les fabuleux numéros 10 qu'il y avait à l'époque. Il y avait Platini, il y avait Giresse, il y avait Jean Gini, il y avait Zico, il y avait Socrates, il y avait Mathéus, il y avait vous, il y avait plein de... Est-ce que vous êtes d'accord que c'était plus beau le football? On va pas faire du c'était mieux avant, il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Il manque un petit joueur, vous avez oublié, c'est Diego Maradona. Oui, c'est oulala, oui, parce que peut-être que j'ai pas voulu rappeler inconsciemment le mauvais souvenir des Olympiens, parce qu'on l'avait promis à Marseille et il n'était pas venu. Ouais. Moi j'ai un bon souvenir face à lui, j'ai joué 3 fois contre lui. Je suis un des rares joueurs français d'ailleurs à avoir joué 3 fois contre lui quand il était à Naples avec Bordeaux. Oui. En Coupe de l'UEFA, quand Naples gagne la Coupe de l'UEFA, et puis le France-Argentine d'avant Coupe du Monde, où on avait gagné 2-0 à Paris.
Oui. Il avait marqué un but, donc j'ai un bon souvenir face à Maradona. Mais Maradona était aussi, évidemment, un immense numéro 10. Il y en avait beaucoup plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, les systèmes sont plus compliqués. Les joueurs, souvent, dans les centres de formation, notamment en France, mais même en Europe, on privilégie peut-être les grands gabarits, très physiques. Et c'est un petit peu... évidemment, le côté technique est un peu délaissé. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte, même s'il y a des belles équipes, avec notamment Séville, qui a proposé un bon football tout au long de la saison. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Sud-Américains qui amènent cette touche technique. Mais sinon, globalement, c'est vrai qu'on s'ennuie beaucoup plus sur le football d'aujourd'hui. Sauf, vous avez parlé des grands clubs comme Manchester City. J'ai commenté la Roma. La Roma, pour moi, sur le papier, c'est une équipe très défensive où il y a quand même peu de talent individuel. Et pourtant, ils ont été en finale de Ligue Europa Conférence. Oh, mais c'est l'effet Mourinho, ça. Vous avez Ouais. parlé de Maradona que vous avez affronté 3 fois. Quels sont les joueurs que vous avez affrontés qui vous ont le plus impressionné? Bah, évidemment Maradona, mais j'en ai tellement affronté dans ma carrière. Rudy Voller, avec qui j'ai joué, a été un Avant immense centralement, joueur, champion du monde 90. Ouais, Klaus Salops, avec qui j'ai joué aussi. Ouais. Allemand aussi à Bordeaux, j'avais fait une grande saison avec lui, je m'entendais très bien avec Klaus. Enzo Schifo, dans un autre registre. Un numéro 10 encore, belge. Ouais, que j'ai côtoyé au Girondins de Bordeaux et à Auxerre. J'ai côtoyé vraiment de grands joueurs dans ma carrière, mais peut-être le plus grand, c'est Diego Maradona. Évidemment, la chance de jouer aussi avec Michel Platini, qui est un immense joueur. Justement, ceux avec qui vous avez joué, qui vous ont le plus impressionné. Pas adversaire, mais là, partenaire. Platini, bien sûr. Alain Giresse aussi, dans son style différent de Michel Platini, était un immense joueur. J'ai côtoyé aussi d'autres grands joueurs. Il y en a eu tellement, j'ai quand même fait 22 ans de carrière. Oui, ce qui est très long. De faire une sélection. Ouais, en 12 secondes, c'est compliqué. Je dirais quand même Michel Platini en sélection et Alain Giresse, vraiment fantastique, quoi, au-dessus du lot. Et dans les joueurs actuels, lesquels vous font le plus rêver? C'est Kylian quand même, Mbappé, parce qu'il a un pouvoir d'accélération. Alors j'étais souvent, quand je jouais, on me disait souvent que j'avais aussi un gros pouvoir d'accélération sur Ce qui était vrai. mes dribbles, mais je crois que Kylian, il a fait un bar très très haut et il va à 2000 à l'heure, quoi. C'est impressionnant de le voir jouer et je suis assez admiratif de son jeu. Après, j'aime beaucoup l'équipe de Manchester City aussi avec Erling Haaland, fabuleux joueur. Oui, mais c'est pas le style de joueur que j'adore. Léo Messi m'a vraiment impressionné tout au long de sa carrière, même s'il a été beaucoup critiqué avec le PSG cette saison. C'était un pied gauche fabuleux. On comparait souvent, j'ai évidemment pas joué contre Léo Messi, je l'ai souvent commenté, avec le parallèle avec Diego Maradona, mais peut-être Maradona, il avait une touche de talent peut-être encore supérieure à Léo Messi. Et aujourd'hui, on va finir sur l'équipe de France. Vous l'aimez, cette équipe de France actuelle, vice-championne du monde? On parle de Messi, ça s'est pas joué à grand-chose contre les Argentins en finale quand même. Hein. Regrets éternels. J'y étais, puisque la Fédé avait alloué un avion, donc on était tous les champions d'Europe, dans pas mal de champions d'Europe sur cette finale. Donc c'est vrai qu'on est passé à travers un long moment du match. Et puis il y a eu la réaction de Didier qui a changé 2 joueurs importants. Et le but après le pénalty qui a changé. Et c'est vrai qu'on était tout proche de l'emporter, mais j'ai vu quand même une grande équipe d'Argentine sur au moins plus d'1 heure de jeu, et c'est vrai qu'ils ont bien maîtrisé cette finale, même si ça nous laisse beaucoup de regrets avec cette occasion de Kolo Muani qui aurait pu être décisive. Ah, si celle-là elle était rentrée, je peux vous dire que c'était, comme on disait, le casse du siècle. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir avec nous, Jean-Marc Ferreri. Un grand plaisir. Merci à vous et au plaisir de se revoir. Au plaisir, champion d'Europe 93 avec l'OM, champion d'Europe 84 avec les Bleus, 3e de la Coupe du Monde avec les Bleus également en 86, plus champion de France, vainqueur de la Coupe de France. On va pas faire tout son palmarès. Je vous donne une info qui est tombée il y a quelques instants, très importante pour Sud Radio. Vous êtes désormais 800 000 à être abonnés à la chaîne YouTube de Sud Radio. Alors, en mon nom et au nom de tous
tout le monde sur Sud Radio, on vous dit un immense merci. Tout de suite, on va parler rugby. Oui, parce que je vous le rappelle, à 21h05 en direct depuis Anoeta à Saint-Sébastien, Stade Toulousain, Racing 92, en demi-finale du top 14. Et moi, je vous retrouverai lundi 19, puisque je prends une petite semaine de vacances. Vous retrouverez Frédéric Brindel et Cécile de Ménibus lundi. On se retrouve tout de suite pour le rugby.